Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'indignation internationale peut-elle sauver les populations de Guédiawaye, victimes d'attaques terroristes et attentats suicides ayant fait près de 19 morts il y a quelques jours dans cette localité située à l'extrême nord du Cameroun. Les rescapés qui sont traumatisés vivent dans la psychose et la crainte de nouvelles incursions des terroristes dans une localité où le dispositif sécuritaire et l'absence d'énergie électrique sont loin de rassurer certains habitants. À suivre dans ce journal, un coup de projecteur sur Guédiawaye, village meurtri du fait des affres de la guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Sur le tracé de l'autoroute Douala-Yaoundé, la construction des routes secondaires inexistantes dans plusieurs villages environnants, coupés du reste du pays. Les populations sont sorties de leurs réserves pour dénoncer cette situation et leur calvaire. Lors d'une visite de travail du gouverneur du centre sur les emprises de la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, vous les écouterez au cours de ce journal. Et vous verrez ces images après les déflagrations survenues à Beyrouth, au Liban, qui est dévastée par ces explosions meurtrières. La communauté libanaise qui est choquée et le reste du monde également qui observe et qui émet déjà son vœu d'accompagner le Liban dans cette étape difficile. On en parlera dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Plus de 5 jours après l'attaque terroriste survenue à Guédiawaye, à l'extrême nord du Cameroun, les populations sont encore sous le choc. Les rescapés sont traumatisés. Ils redoutent de nouvelles incursions des terroristes dans cette localité située à l'extrême nord du Cameroun et déplorent un faible dispositif sécuritaire. Regarde la multiplication des attaques des bandes armées et autres groupes des insurgés de Boko Haram. Le gouverneur Midiwaya Bakari s'y est rendu afin de présenter les condoléances du chef de l'État et les rassurer sur les mesures prises jusqu'ici pour les protéger contre d'éventuelles attaques. Des annonces qui peinent à rassurer ces populations. Reportage Amadou Daïrou et Nadine Yambou. Sur le site de l'attaque de Guédiawaye à l'extrême nord, les traces d'une déflagration et les débris de vêtements et chaussures témoignent de la violence de l'attentat suicide. La mine triste, le visage meurtri, les habitants de Guédiawaye sont encore sous le choc après l'attaque qui a visé le camp de réfugiés, faisant 19 morts, dont 2 kamikazes. Là où nous sommes maintenant, nous sommes en danger. Aujourd'hui, là, on ne peut pas dormir. On a perdu beaucoup de familles. Situé à 130 km de la ville de Maroua, Guédiawaye regorge plusieurs localités plongées dans le noir depuis 5 ans déjà. Ce qui, selon les populations, facilite les incursions des terroristes armés. Un témoin de l'assaut fatal qui a coûté la vie à son épouse revient sur les faits. Ça a commencé pour qu'on est venu attaquer notre village. Depuis 10 heures, on a attendu qu'on allume la torche au champ. Bon, on disait aux armées, voilà qu'on allume la torche, il faut que vous aussi ouvrez votre coup de feu. Ils ont commencé à tirer. Après 22 heures, on a attendu 24 heures, on a attaqué le village-ci. On attend le coup de feu, poum, poum, poum. C'est ici, à l'hôpital adventiste Koza, que certains blessés de l'attentat ont été conduits. Parmi les rescapés, ces 2 enfants, âgés d'à peine 1 an, désormais orphelins. Leurs mères ont perdu la vie en les protégeant contre les explosions kamikazes. Actuellement, on a 7 blessés dont le pronostic n'est pas engagé, donc qui évolue bien, sans particularité. On a transféré 5 blessés à l'hôpital régional de Maroua. Et parmi ces victimes, la particularité était qu'on a eu 2 enfants qui ont perdu leur maman sur la zone d'attentat. Donc c'est des enfants orphelins mais qui actuellement sont bien pris en charge dans notre unité. Sur le théâtre de la guerre contre Boko Haram en Guédiawaye, les populations déplorent le faible dispositif sécuritaire au regard de la multiplication des attaques terroristes et des bandes armées. Notre doléance auprès de vous, c'est de nous multiplier les forces de l'ordre.
Les éléments de GEPIC ont fait leurs efforts, mais la bataille, c'est l'effectif. Nous avons moins d'effectifs. Le travail là qu'on travaillait, c'était beaucoup même. On ne se fatigue pas. Mais c'est ces gens-là qui sont devenus nombreux. Au lendemain de l'attentat meurtrier, le gouverneur de la région de l'extrême nord s'est rendu au chevet des 14 blessés internés à l'hôpital adventiste de Koza, tout comme à l'hôpital annexe de Mokolo. Il leur a remis des denrées alimentaires et une somme d'1 million de francs CFA au comité de vigilance. Cette descente a consisté à prendre la température, à leur présenter le message de condoléances, mais également le souhait de prompte guérison pour ceux qui sont blessés, mais d'encouragement également pour les comités de vigilance qui ont œuvré toujours aux côtés de nos forces pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'on puisse en finir définitivement avec ces nébuleuses. Cependant, certaines populations estiment que ce soutien présidentiel est insignifiant au regard des besoins urgents qui se posent depuis belle lurette dans cette localité, foyer d'insécurité et d'attaque des groupes terroristes. Les États-Unis d'Amérique condamnent l'horrible attaque du 2 août qui aurait été menée par des insurgés de Boko Haram dans le village de Guétioé, région de l'extrême nord du Cameroun. Le bilan fait état de 19 morts, dont de nombreux enfants et des blessés graves. Les États-Unis d'Amérique adressent leurs condoléances aux familles endeuillées, selon un communiqué publié sur le site de l'ambassade américaine. Ils déplorent des meurtres insensés qui mettent plus en danger des familles déplacées qui résident dans cette localité et qui ont besoin de l'aide humanitaire. C'est un nouvel épisode d'un bras de fer qui oppose autorités traditionnelles et autorités administratives. La scène se déroule dans le sud profond. Dans une vidéo devenue virale, un chef traditionnel proteste contre les injonctions de la part d'un sous-préfet. Il s'insurge également contre l'exploitation forestière qui peine à bénéficier à ces populations. Des précisions dans ce reportage que signe Jean-Paul Founiat. Filmé à partir d'un téléphone portable, la vidéo montre un clash entre une dame de fer, Sa Majesté Ango Evina Eren, chef du village Makak, et Langaïté Mejoel, sous-préfet de Campo dans le sud Cameroun. Vous m'avez envoyé un courrier ce matin, n'est-ce pas, disant que la récréation est terminée. Oui. Et quand je parle, vous parlez. Je dois parler. Moi qui suis votre supérieur. Tu n'es pas mon supérieur. Non. Tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur. Mina. Bon, on fait un sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, mon chef de village. L'Ongomna sort les yeux, menaçant le chef de Makak d'avoir fait barrer la voie aux grumiers qui exploitent les forêts villageoises et abîment les routes, sans reverser le moindre franc aux riverains. Dégagez la route de l'État, c'est pas la vôtre. Si vous avez des problèmes avec je ne sais pas trop qui, vous n'avez pas le droit de barrer la route de l'État. Le chef de terre fait lever les barricades, mais Sa Majesté Ango Evina Irene ne recule pas. Mais ça, je suis déçu de vous. J'ai déçu de vous. Vous barrez la route de la voie publique de l'État. Non, 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 non. C'est la voie publique qui est insusceptible d'appropriation privée. L'autorité traditionnelle tient tête et exige sur le champ le versement de la somme de 38 500 francs CFA, viré dans un compte parallèle avec la bénédiction du sous-préfet, relate Sa Majesté Mvondo Abel, chef de Mboum et Samé Belga du village voisin. Quand on se plaint depuis là que les gens sont en train de nous voler l'argent, vous ne parlez pas. Tu entends? La barrière. Alors je vous dis quelque chose. Votre argent, l'argent de la forêt communautaire, l'argent de la forêt riveraine. Vous comprenez? Et ils ont violé. Votre argent est viré. Apportez-nous le vous comprenez? Les habitants de ces villages et leurs chefs reprochent au sous-préfet de Campo et Langaïté Mejoel d'avoir validé et signé des documents douteux pour le décaissement du magot par Mekwa Filémon, ancien délégué du GIC FACA, chargé du suivi des fonds reversés sur le compte bancaire initial. Les populations de Makak et Boum et Samé Belga s'interrogent si le sous-préfet de Campo et Langaïté Mejoel n'a pas croqué sa part de millions.
dans cette juteuse opération. Je vais vous dire la vérité. Ma Katemiana, votre argent a été viré. Vous comprenez? Toute tentative d'avoir le sous-préfet Elanga Eteme et l'ex-délégué Moukwa du JICFAC sont restés vaines. Ce corps à corps entre le chef de Makak et le sous-préfet de Campo rallonge la liste des conflits ouverts ces derniers temps entre les chefs traditionnels et les autorités administratives. Restons dans l'arrière-pays, là où des populations également ont protesté sur le tracé de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ils se plaignent du fait que ce projet n'a pas pris en compte la construction des routes secondaires pour désenclaver les villages environnants. Ils ont eux-mêmes aménagé par leurs propres moyens rudimentaires les voies de contournement. Ils ont dénoncé cette situation lors d'une visite du chantier faite par le gouverneur du centre. Paul Nasseri Beya leur a promis de porter leur doléance auprès du ministère des Travaux publics. Des précisions avec Rodin Gassi et Aïk Cyril. Les populations du village Mandoka, sur l'autoroute en construction entre Yaoundé et Douala, expriment leur doléance. Il y a vraiment un accès pour rentrer ou sortir de l'eau. Parce que depuis Benurek, on était bloqué, on était enclavé. On parcourait 100 km. Mais aujourd'hui, vraiment, on voit que l'autoroute passe vers chez nous. Si vraiment on peut nous donner cet accès de sortir ou d'entrer. Face au gouverneur de la région du centre, les populations de Lissé, par Matom, dans le département d'Union Ekele, expriment les mêmes besoins, les larmes aux yeux. Voilà mon terrain qui est là-bas de l'autre côté. Et moi j'habite de l'autre côté. Comment je peux partir là-bas pour prendre mes vivres? C'est pour cela que moi je voulais seulement. Des villages sont certes traversés par l'autoroute, mais leurs populations n'auront pas accès à l'infrastructure en construction. D'où la nécessité de construire des routes secondaires afin de faciliter les mouvements des personnes et des biens. Cela n'avait pas été prévu au départ, mais le gouverneur fera une note au ministère des Travaux publics dans ce sens. Nous avons constaté qu'il y avait un problème réel sur la population, par rapport à la population de Lobo. Et en descendant sur le côté de Nyon Ekele, à Makak, nous avons constaté aussi le même problème avec ces populations qui n'auront pas l'accès sur l'autoroute. Nous avons donc porté ça à l'attention du ministère des Travaux publics pour pouvoir donc permettre à ces populations de circuler. En attendant, les populations se créent elles-mêmes leur route secondaire quand elles ne circulent pas déjà sur l'autoroute encore en construction. Au PK10 par exemple, les habitants de Nkolmeyang et 6 autres villages veulent bien partir d'un point à l'autre, tout comme ceux du PK16 où un entrepreneur privé a acquis un espace sur lequel il entend bâtir une usine de fabrication de médicaments. De l'aveu du maire de Lobo, l'entrepreneur en question est détenteur d'un titre foncier. Faute de route secondaire, il s'est lui-même frayé du chemin afin d'accéder à sa propriété. Au PK24, c'est tout un hôtel qui est construit à proximité de l'autoroute. L'impact du mouvement des engins est visible sur la chaussée, mais le propriétaire dément être à l'origine de ces désagréments et accuse plutôt l'entreprise qui travaille sur l'autoroute. S'ensuit alors une dispute devant le gouverneur de la région du centre. Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas soulevé un problème comme ça aussi important devant le gouverneur. Je n'ai jamais reçu de convocation. Je suis disponible ici. Oui, j'ai reçu un appel pour la mise en demeure avant-hier. Pour couper court, Nasseri Paul Beya annonce la fermeture des routes dont la création par les populations impacte sur l'évolution des travaux. Nous avons reçu de plaintes de l'entreprise chinoise qui a beaucoup de gens qui utilisent déjà l'autoroute qui n'est pas encore ouverte et d'autres créent donc d'autres routes secondaires pour aller chez eux. On devait donc descendre pour les sensibiliser et finalement aussi dire à d'autres que l'autoroute sera coupée. On a commencé déjà à mettre les glissières.
L'entreprise chinoise en charge des travaux sur l'autoroute Yaoundé-Douala situe le taux d'exécution à 91% jusqu'au PK 40. Si quelques maisons sont encore debout parce que les occupants résistent à partir, comme au PK 16 où l'un d'eux signale que son domaine n'est pas à vendre, il faut encore gérer le conflit d'intérêts entre les collectivités territoriales décentralisées. Ici par exemple, un poste forestier installé par la commune de Lobo, alors que la commune de Yaoundé 7 revendique la gestion de cet espace. Restons à Yaoundé avec cette fermeture sous haute tension d'une église dite de Réveil au quartier Siméon, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Des fidèles ont farouchement protesté contre la pose des scellés après avoir brisé ceux apposés la semaine dernière. Il a fallu l'intervention musclée du sous-préfet et d'une trentaine de gendarmes pour dissuader les esprits surchauffés acquis à la cause du pasteur. Pourtant, il est accusé d'endoctriner les enfants au point qu'il les a amenés à violer les mesures barrières lors des examens du BEPC à Yaoundé. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop nous en disent plus dans ce reportage. Peu avant 8 h, ce mercredi 5 août 2020, l'entrée principale du tabernacle de la Liberté est plutôt calme. On est alors loin d'imaginer qu'une séance de prière s'y déroule, et ce depuis plusieurs heures. Pourtant, ce temple est censé être fermé depuis la semaine dernière. Défiant l'autorité du gouverneur de la région du centre, les fidèles ont brisé les scellés et poursuivent sereinement leurs activités. Mis au parfum de cet acte de défiance, le commandant de la brigade de gendarmerie de Biemassi et un de ses éléments ont entrepris de rétablir l'autorité de l'État. Une fois sur les lieux, ils vont rencontrer une opposition farouche de la part des fidèles qui refusent de bouger. Le commandant n'a alors pas d'autre choix que de faire appel au renfort sous le regard moqueur des occupants des lieux. D'ailleurs, certains vont se livrer à leur sport favori, un peu comme pour dire que le chien aboie et la caravane passe. L'arrivée des renforts ne va pas ébranler les fidèles qui, malgré les multiples appels à la raison, vont envoyer les gendarmes balader, certains n'hésitant pas à les affronter physiquement. Nous sommes là pour procéder à la fermeture de cette église, dénommée Tabernacle de la Liberté. Parce que cette église s'est rendue coupable de beaucoup de choses répréhensibles, donc notamment l'incitation au non-respect des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid, le rassemblement de plusieurs centaines de personnes à l'intérieur de cet édifice et l'endoctrinement pernicieux de ceux qui viennent là. Il a fallu l'arrivée du sous-préfet de Yaoundé 3 et un énième round de négociations pour que les occupants du temple daignent libérer les lieux, non sans avoir une fois de plus servi une fin de non-recevoir. Oui, ils ont opposé une force de résistance, comme vous avez pu le voir, nous avons dû mobiliser la force publique pour essayer de les ramener à la raison. Mais la force doit toujours rester à la loi. Donc nous allons procéder à la fermeture. Et nous allons examiner les situations de ceux qui ont été interpellés plus sereinement. C'est la semaine dernière que la goutte d'eau a fait déborder le vase, lorsque des jeunes candidats au BEPC fréquentant cette église de réveil ont refusé catégoriquement de porter le masque à l'entrée des salles d'examen, arguant de ce que le pasteur le leur interdit, estimant que c'est un acte diabolique et que le coronavirus n'existe pas. Investigation faite, le gouverneur de la région du centre a instruit la fermeture de ce temple, dont les pratiques s'avèrent ne pas épouser les slogans pourtant visibles sur la plaque indicative, à savoir éthique, intégrité et bonne moralité. La pose des scellés est saluée par les habitants de ce bloc du quartier Siméon 2 qui ont perdu le sommeil depuis de nombreuses années. La première église qu'il avait construite a été scellée et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a encore ouvert la deuxième église. C'est que la prière est très intense et puis les cris tous les jours, le feu, le feu, le feu. Moi, je suis de l'église évangélique. Moi, quand je vais à la prière, je rentre, je sais que j'ai le culte de 8h, 10h, après je reviens. Mais ici, c'est le culte commence à 6h, parfois 6h30, les gens sont déjà à la course. Parfois, le culte finit à 21h, parfois à 18h. En tant que voisine, nous ne dormons pas. J'ai des locataires qui se plaignent, qui ne dorment pas.
à minuit, à toute heure, de 18h à 3h, 5h le matin, c'est la prière et tout et tout. Plusieurs plaintes concernant cette église sont en instance devant les juridictions compétentes, mais aucune n'a jamais abouti. Les habitants du quartier et le pasteur de cette église, un certain Goa Atangana, se regardent en chien de faïence. Ce dernier est accusé par ses voisins de plusieurs faits, dont le détournement des mineurs et l'endoctrinement d'enfants. L'opposition farouche et le comportement affiché par certains de ses fidèles laissent penser que la messe est effectivement dite. La preuve, certains candidats au BEPC ont préféré abandonner l'examen plutôt que de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ça dérange parce qu'il y a des parents qui viennent d'ailleurs, qui viennent se plaindre. Oh, mon enfant est ici depuis un mois, l'enfant ne reconnaît plus la maison, il ne fait plus de rites, il ne fait plus ceci. Et j'aimerais vraiment voir ce qui se passe. Moi, je lui ai dit que non, c'est une église. Allez rencontrer le pasteur et puis vous allez récupérer votre enfant. Mais... Une jeunesse visiblement acquise à la cause du pasteur, qui reste introuvable. Dans la cité capitale, Survie Cameroun continue de contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus. 5 formations hospitalières ont reçu des kits de protection contre la Covid-19. La distribution s'est faite ce mercredi dans plusieurs formations hospitalières à Yaoundé. L'ambition affichée de la coordination régionale est de couvrir l'ensemble de la région du centre. Je vous invite à présent à suivre Joseph Emmanuel Ateba, coordonnateur régional de Survie Cameroun pour le centre. Oui, c'est de couvrir le maximum, je dis bien le maximum de centres de santé au Cameroun en général et dans la région du centre en particulier. Donc ce n'est qu'une première étape aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va continuer. Et je voudrais vous rappeler que les personnes qui ont reçu les dons pour cette première phase sont celles qui ont fait des demandes auprès de Survie. Vous savez que Survie avait des problèmes avec l'administration qui persécutait les distributeurs ces dons, ce qui fait que beaucoup de structures qui étaient dans le besoin avaient peur de s'engager. Donc il y en a qui ont émis des besoins de manière formelle en faisant des lettres de demande. Donc c'est elles qui ont été servies lors de cette première phase. Du fait de la pandémie du coronavirus, des centaines de Camerounais sont encore bloqués en Inde. Le cri de détresse peine à être entendu depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, il y a déjà 7 personnes qui sont mortes dans des conditions qui restent encore à élucider en Inde. Pourtant, elles attendaient avec espoir de pouvoir regagner le Cameroun. Les multiples interpellations du ministre des Relations extérieures peinent à pouvoir résoudre le problème. Et ces Camerounais ont tenu à faire entendre le cri de détresse dans ce reportage que signent Nadine Guanfo et Eric Fopoussi. L'Inde, pays aux 1001 beautés, est devenue une prison pour 109 Camerounais bloqués suite à la pandémie Covid-19. Parmi eux, 7 personnes ont déjà perdu la vie depuis la fermeture des frontières en mars dernier relative au Covid-19. En juin 2020, ces Camerounais adressent une correspondance au ministre des Relations extérieures suppliant le jeune Belambela de tout faire pour faciliter leur retour au bercail. Depuis lors, rien ne bouge pour ces compatriotes qui attendent toujours d'être rapatriés dans leur pays. Ces Camerounais étaient allés en Inde se faire soigner. Tous ne savent à quel saint se vouer. L'un d'eux témoigne sous anonymat. Il n'y a même plus, les gens n'ont plus de quoi manger, les gens ont fait des prêts d'argent pour pouvoir suivre les factures d'hôtel et autres. Vous n'allez pas vous imaginer payer 2200 roupies chaque jour comme facture d'hôtel, c'est-à-dire environ 20 000 francs. Il y a pratiquement 600 000 chaque mois uniquement pour vos factures d'hôtel. Sans compter que vous allez vous nourrir et qu'il n'y a même rien du tout à manger parce que tout est fermé ici à cause du confinement. Donc tout ce que vous pouvez trouver, c'est vraiment du riz, des pommes, des terres, des spaghettis. Donc ça, c'est vraiment le quotidien. Les gens, imaginez dans des malades qui suivent un régime particulier,
ils ne peuvent pas s'en sortir. Au ministère des Relations extérieures, une correspondance a été adressée au ministre des Transports pour le retour urgent de ces Camerounais en détresse au pays de Mamad Gandhi. Faute de représentation diplomatique en Inde, l'ambassadeur du Cameroun en Chine a été saisi le 22 juillet dernier pour des démarches auprès des autorités indiennes. Un avion de Ethiopian Airlines devrait faire l'itinéraire Addis Abeba, Bombay, Simalen. Malgré ces initiatives, les Camerounais bloqués en Inde s'impatientent. Le temps court contre leur vie dans ce qui s'apparente désormais pour eux comme l'enfer indien. À présent, des images insoutenables de l'un des détenus à la prison centrale de Yaoundé, dans un lit d'hôpital. Il est décédé selon un collectif d'avocats qui soutiennent et assistent juridiquement des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il s'agit de Thomas Tangem, décédé ce jour. Selon ce collectif d'avocats, vous le voyez en image, il était placé sous soins dans un hôpital à Yaoundé et menotté durant son séjour médical. Il a finalement succombé à sa maladie. Les autorités pénitentiaires n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette information donnée par un collectif d'avocats qui assiste de façon juridique les détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Et à présent, ces images de la capitale libanaise, ville sinistrée après ces déflagrations survenues dans la nuit d'hier du côté du Liban. Vous le voyez en image, la capitale libanaise sinistrée s'est réveillée sous le choc dans un paysage apocalyptique. Les autorités ont déclaré jour de deuil national. Selon de très nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, un incendie était déjà en cours dans les bâtiments sur les quais du port de Beyrouth quand une explosion a provoqué un souffle massif et une très haute colonne de fumée dans le ciel lorsque le feu a atteint un entrepôt contenant le nitrate d'ammonium. Selon des témoins, les détonations ont été entendues jusqu'à la ville côtière de Larnaca à Chypre, distante de plus de 200 km. L'on note qu'il y a plusieurs morts. Le bilan est lourd. Déjà 4000 blessés et au moins 113 morts selon un dernier bilan. Et les enquêtes qui se poursuivent pour comprendre et élucider ces déflagrations survenues à Beyrouth, la capitale du Liban. Parlons à présent de dans ce public reportage de Home Biogaz qui, à travers son biodigesteur 2.0, appareil qui a vocation à transformer les déchets organiques en gaz naturel et engrais 100% bio. Grâce à cela, les Camerounais ont compris désormais que cela peut leur permettre d'améliorer leur productivité agricole. C'est le cas de Tefak Daniel, résident en zone rurale, notamment dans la Menois, et l'autre, Fotso Emmanuel, résident en zone urbaine à Yaoundé. Tous les deux ont expérimenté les biodigesteurs 2.0 venant de Home Biogaz, des produits qui sont distribués au Cameroun par Home Construction. D'autres précisions dans ce reportage. Naturel pour mes papayers, le corosolier, le maïs, le potager, tout ce qui va avec. Et l'appareil, comme vous le voyez, il ne prend pas assez d'espace. Il n'est pas tellement volumineux. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, un seul titre, c'est Dignoufele, l'autorité de l'État sérieusement bafouée à Akak. Nous sommes dans l'arrondissement de Campo, département de l'Océan, région du Sud, et également Siméon, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Vous l'avez dit, pour le chef traditionnel à Akak, dans le sud profond, ce n'est pas une violation de l'autorité administrative, mais c'est plutôt une collaboration qui devrait exister entre chef traditionnel et autorité administrative locale. Ce chef traditionnel proteste contre le non-paiement et le manque de transparence dans les revenus issus de l'exploitation forestière. Et ces populations et le chef traditionnel ont tenu à manifester leur colère face à une gestion qui est loin d'être transparente. L'autorité administrative
a donné des injonctions qui n'ont pas été respectées. Vous avez vu la scène dans cette vidéo devenue virale. Et du côté de Yaoundé, il y a cette église dite de réveil qui encourage les enfants à ne pas respecter les mesures barrières et endoctrine d'autres enfants au grand désarroi de leur famille face à ces multiples cas qui ont suscité l'inquiétude des autorités administratives. Le gouverneur du centre, Paul Nasseri Beya, a ordonné la fermeture de cette église. Vous avez vu la résistance farouche opposée par les fidèles soutenant le pasteur. Pourtant, dans l'environnement de cette église dite de réveil, il y a de nombreuses plaintes, des nuisances sonores qui ont été enregistrées, mais rien n'a été fait jusqu'ici. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous demain. 20h.